Parce qu'oser sa différence, activer son potentiel, demande une réflexion et de faire des choix. Je te propose aujourd'hui de nous pencher sur cette question, celle de ton orientation ou de ta reconversion. Car oui, il y a un moment dans la vie où la question de l'orientation se présente. Alors, parfois elle arrive tôt, quand tu es jeune, quand il faut choisir des études, une direction, une première étape, quand tout le monde te demande ce que tu veux faire plus tard, alors que toi, tu n'as pas encore rencontré tout ce que tu es. Et puis parfois, cette même question revient plus tard, beaucoup plus tard même, quand tu es adulte, quand tu as déjà choisi, déjà travaillé, déjà construit quelque chose, quand, extérieurement, tout semble tenir debout, mais qu'intérieurement, quelque chose appelle ailleurs. Pas forcément ailleurs au bout du monde, parfois juste ailleurs en toi. Et c'est cela qui me touche profondément dans la question de l'orientation. Elle ne concerne pas seulement un âge, un moment scolaire ou un carrefour académique. Elle touche à quelque chose de beaucoup plus vaste. Elle touche à la manière dont tu choisis ta vie, à partir de quoi tu la construis, et à quel endroit en toi tu te mets à écouter quand vient le moment d'avancer. Parce qu'au fond, que tu aies 17 ans ou 47, la vraie question ne change pas tant que ça. Comment faire un choix qui ne soit pas seulement cohérent sur le papier? Comment éviter de construire un chemin qui a l'air juste, mais qui ne te ressemble pas vraiment? Comment distinguer ce qui te correspond profondément de ce qui te rassure, t'impressionne ou te protège? Comment faire un choix qui ne soit pas seulement acceptable, mais vivant? Dans cet épisode, j'ai envie de remettre l'orientation dans un espace plus humain, plus profond, plus essentiel. Plus comme une simple décision à prendre, plus comme un intitulé d'études ou de métier à sélectionner, mais comme une rencontre. La rencontre entre ce que tu es, ce qui cherche à exister en toi, ce qui a besoin d'être nourri, et la forme concrète que cela peut prendre dans ta vie. Parce qu'une orientation juste ne consiste pas seulement à savoir quoi faire. Elle consiste à construire un projet aligné avec tes valeurs, tes talents, tes besoins, ton énergie, ton rêve et ce qui fait sens pour toi. Et c'est sans doute pour cela qu'une mauvaise orientation ne fait pas seulement perdre du temps. Elle détruit la motivation, elle brouille la confiance et elle te coupe parfois de quelque chose de précieux, la sensation intime d'être à ta place. Dans cet épisode, j'ai envie de t'emmener dans une réflexion qui concerne autant le jeune qui hésite que l'adulte qui ne veut plus se trahir. J'ai envie de t'aider à regarder autrement ce mot si souvent réduit à une case administrative, l'orientation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir un chemin, il s'agit de voir surtout depuis quel endroit en toi tu es en train de choisir. Si l'orientation rate si souvent sa cible, ce n'est pas d'abord parce que tu manques d'informations. Et ce n'est pas non plus parce que tu manques d'intelligence, de volonté ou de sérieux. Souvent, tu te trompes parce que tu regardes au mauvais endroit. Tu regardes là où tout le monde regarde. Les études, les débouchés, les secteurs qui recrutent, les filières qui rassurent, les choix qui font sérieux, les tests, les avis, les comparaisons. Autrement dit, tu regardes ce qui est visible, ce qui est montrable, ce qui est défendable, ce qui peut s'expliquer facilement. Et c'est précisément là que se glissent les pièges les plus dangereux. Ceux qui ont l'air intelligents. Dans l'approche classique, le choix se fait souvent à partir de l'extérieur. Documentation, salon, proximité du lieu d'études ou de travail, influence de l'entourage, attente familiale ou sociale, parfois aussi à partir de tests de profil. Et le premier piège, c'est de croire qu'un choix
est juste parce qu'il est cohérent. Or, un choix peut être cohérent et ne pas te correspondre. Il peut être solide et t'éteindre. Il peut être crédible et t'éloigner de toi. Tu peux choisir une voie parce qu'elle a du sens aux yeux des autres, parce qu'elle donne une bonne image, parce qu'elle paraît mature, parce qu'elle semble rentable, parce qu'elle permet de ne pas trop inquiéter ton entourage, parce qu'elle sauve une forme de sécurité. Et là, tu entres doucement dans ce que j'appelle, moi, la zone de masque. La zone de masque, c'est quand ton choix repose plus sur l'adaptation que sur la vérité. Tu avances dans quelque chose qui paraît juste extérieurement, mais qui te demande surtout de correspondre. Correspondre à une attente, à un rôle, à une image du bon choix, à une version acceptable de toi-même. Le deuxième piège est plus séduisant encore. C'est lorsque tu ne choisis plus ce qui te correspond, mais ce qui te fascine. Un métier peut te faire rêver. Une reconversion peut te donner l'impression d'une nouvelle naissance. Une voix peut briller très fort dans ton imaginaire. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'elle est juste pour toi. Et c'est là que tu peux basculer dans la zone de fantasme. La zone de fantasme, c'est quand tu tombes amoureux d'une image, d'une promesse, d'un décor, d'une identité rêvée, sans vérifier suffisamment si ce projet est enraciné dans tes ressources, dans tes besoins, dans ton énergie, dans ce que tu es prêt à vivre pour de vrai. Et aujourd'hui, il faut encore ajouter un piège supplémentaire, beaucoup plus moderne, beaucoup plus discret, l'intelligence artificielle. L'IA peut être un outil remarquable. Elle peut ouvrir des pistes, proposer des idées, organiser des informations, aider à clarifier une réflexion. Mais elle peut aussi t'aider à fabriquer très rapidement un masque élégant ou un fantasme convaincant, parce qu'elle sait générer des réponses cohérentes. Elle sait construire des trajectoires séduisantes. Elle sait raconter ton avenir de manière brillante. Mais elle ne peut pas sentir à ta place si ce chemin te nourrit profondément. Elle ne peut pas discerner à ta place si tu es en train de choisir depuis la peur, depuis le besoin de plaire, depuis l'image ou depuis quelque chose de vivant et d'aligné. Un projet peut donc être très bien formulé et pourtant totalement faux, très inspirant et pourtant creux, très intelligent et pourtant à côté de toi. Un autre piège fréquent, c'est de confondre capacité et justesse. Tu peux avoir les capacités pour réussir certaines études sans que ces études soient faites pour toi. Tu peux avoir l'expérience ou les compétences pour réussir une reconversion sans que cette reconversion soit profondément ajustée à ce que tu es devenu. Réussir quelque part ne veut pas toujours dire être à sa place. Et c'est là que l'approche par le projet devient essentielle. Tant que tu mets le focus sur les études ou uniquement sur le profil, tu restes à la surface. Lorsque tu mets le focus sur le projet, tu reviens vers toi, tes ressources et ce qui fait sens pour toi. Autrement dit, le vrai enjeu n'est pas seulement de te demander « qu'est-ce que je pourrais faire ?» Le vrai enjeu, c'est de te demander « qu'est-ce qui, dans ce choix, me ressemble vraiment ? Qu'est-ce qui nourrit ma vie au lieu de simplement l'organiser ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie au lieu de seulement me donner une place ? Parce que l'objectif n'est ni la zone de masque, ni la zone de fantasme. L'objectif, c'est la zone de potentiel. Et cette zone-là, elle est infiniment plus juste. C'est la zone dans laquelle se rencontrent tes valeurs profondes, tes talents, tes besoins, l'environnement qui te correspond, ton sens, le sens, ton intuition. Et souvent, la première clé d'une orientation juste, ce n'est pas encore de savoir quoi choisir. C'est d'identifier les pièges invisibles qui te faisaient choisir à côté de toi.
Si tu ne veux plus choisir uniquement à partir de ce qui se voit, de ce qui rassure ou de ce qui impressionne, alors il faut déplacer la question. Il ne s'agit plus de partir de quel métier, quelles études, vers quoi me reconvertir, mais partir de qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre de moi avant de décider. Car oui, valider un projet juste pour toi commence par une rencontre plus honnête avec toi-même. Et cette rencontre passe à mes yeux par 5 explorations essentielles. La première, ce sont tes valeurs, celles qui, lorsqu'elles sont nourries, te rendent profondément vivant, et celles qui, lorsqu'elles sont bafouées, t'éteignent, t'énervent, te vident ou te font te sentir à côté de ta vie. Beaucoup de personnes choisissent une voie sans vraiment avoir identifié ce qui compte profondément pour elles. Alors, elles prennent une direction qui peut être brillante, sérieuse, sécurisante, mais qui ne nourrit pas l'essentiel. La vraie question n'est donc pas seulement qu'est-ce qui est important pour moi, mais plus qu'est-ce qui, si cela manque, me fait sentir que je me trahis un peu. La deuxième exploration, ce sont tes talents. Pas seulement ce que tu sais faire, pas seulement ce dans quoi tu es compétent. Tes talents. Autrement dit, ce qui est naturel pour toi, ce qui te met en mouvement, ce qui te donne de l'énergie, ce que tu actives presque sans t'en rendre compte et qui, chez d'autres, demande parfois beaucoup plus d'efforts. C'est une distinction capitale. Parce qu'il est possible de construire toute une vie sur des compétences, tout en passant à côté de tes talents, ce qui va te vider de ton énergie petit à petit. Tu peux être très compétent dans un domaine qui ne te nourrit pas. Tu peux être efficace dans quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu peux même être reconnu pour cela et sentir malgré tout que quelque chose manque. Alors, la question devient, qu'est-ce que je fais naturellement? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je le fais? Qu'est-ce que j'apporte presque spontanément? La troisième exploration, ce sont tes besoins. C'est un endroit que beaucoup de gens négligent alors qu'ils changent tout. As-tu besoin de liberté ou de cadre? De mouvement ou de stabilité? De contact humain ou de temps seul? De concret ou d'abstraction? De variété ou de continuité? De création ou de structure? D'autonomie ou de collaboration? Tu peux être attiré par un métier pour ce qu'il représente et découvrir plus tard que son quotidien te vide. Tu peux aimer sa mission, mais pas son rythme. Tu peux aimer son image, mais pas sa réalité. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles choisissent une destination sans regarder les conditions de vie qui vont avec. La quatrième exploration, c'est ton rêve. Et je sais que ce mot peut gêner. Il peut sembler trop grand, trop flou, trop naïf. Surtout quand tu es adulte et qu'on t'a appris à être réaliste. Surtout quand tu es jeune et que tu sens déjà qu'il vaut mieux donner une réponse sérieuse qu'une réponse sincère. Le rêve, ici, ne veut pas dire fantasme. Il ne s'agit pas de te raconter n'importe quoi. Il s'agit de te reconnecter à ce qui t'appelle, à ce qui t'émeut, à ce qui t'élève, à ce qui te fait dire « Oui, ça me parle profondément. » Le rêve ne sert pas à te faire fuir la réalité. Il sert à révéler une direction intérieure. Et enfin, la cinquième exploration, c'est le projet. Le projet comme forme vivante, c'est-à-dire la manière concrète, incarnée, possible, personnelle, avec laquelle tu vas donner une forme à tes valeurs, à tes talents, à tes besoins, à ton rêve. Et c'est là qu'il faut sortir d'une autre illusion. Croire qu'un métier est une réponse complète. Un métier n'est jamais qu'un contenant. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu l'habites, ce que tu y mets, ce que tu veux y vivre, ce que tu veux y défendre, ce que tu veux y apporter. Deux personnes peuvent avoir le même métier
et vivre deux réalités totalement différentes. Parce qu'elles n'y mettent ni la même couleur, ni les mêmes critères, ni le même sens. Et c'est cela, au fond, qui rend l'orientation profondément humaine. Tu ne cherches pas juste une case, tu cherches une forme de vie. Une forme de vie dans laquelle tes valeurs respirent, tes talents servent, tes besoins sont respectés, ton énergie circule, ton rêve a une place. Et ton projet devient suffisamment concret pour pouvoir exister dans la réalité. Alors, avant de choisir, la vraie question n'est peut-être pas « quel métier me conviendrait ?» La vraie question, c'est peut-être « qu'est-ce que mon choix devra absolument nourrir pour que je me sente vivant dedans ?» Et c'est là que l'orientation commence à changer de nature. Elle cesse d'être une simple réponse à trouver. Elle devient une enquête profonde, un fil rouge à suivre, une clarification, un réalignement. Et souvent, quand ce travail-là est fait, le choix émerge de manière beaucoup plus évidente. Alors, pas forcément plus facile, mais beaucoup plus juste. À ce stade, il y a souvent deux réactions. La première, c'est un soulagement. Tu comprends mieux pourquoi tu te sens parfois perdu, bloqué, écartelé ou incapable de choisir. La deuxième, c'est une forme de vertige. Parce qu'une fois que tu as compris qu'un choix juste ne se résume pas à un intitulé d'études ou de métier, une autre question arrive. D'accord, mais maintenant, j'en fais quoi ? Et c'est là que beaucoup de personnes se bloquent une deuxième fois. Elles croient qu'après avoir réfléchi à elles-mêmes, il faudrait tout à coup trouver la bonne réponse, la bonne voie, le bon métier, le bon projet. Comme si la clarté devait tomber d'un seul coup, nette, lumineuse, irréfutable. Mais les choses se passent très très rarement comme ça. La clarté n'arrive pas toujours comme un éclair. Elle prend plutôt la forme d'un chemin. Elle se construit, elle s'affine, elle se révèle par touche, par contraste, par essai, par prise de conscience, par élimination parfois, par évidence progressive. Autrement dit, tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer à clarifier. Mais tu vas me dire, comment passer du flou à quelque chose de concret ? D'abord, en arrêtant de chercher la réponse parfaite. Une orientation juste ne commence pas toujours par une réponse. Elle commence souvent par des indices de justesse, des moments où tu sens que quelque chose te parle, des environnements qui t'attirent, des tâches qui te donnent de l'envie, de l'énergie, des sujets qui réveillent ton attention, des façons de travailler qui te font respirer, des rencontres qui te remettent en mouvement, des vies que tu regardes avec un mélange très particulier de curiosité, d'élan et de reconnaissance intérieure. Il y a une grande différence entre penser « je dois absolument trouver mon métier » et commencer à observer qu'est-ce qui concrètement me met en vie. Parce que le concret ne commence pas forcément par un nom de profession. Il commence souvent par des ingrédients. Peut-être que tu n'as pas encore le métier, mais peut-être que tu sais déjà que tu as besoin de créer, de transmettre, ou d'aider, ou de décider, ou de bouger, ou d'explorer, ou d'approfondir, ou d'être en lien, ou de travailler en autonomie, ou d'être dans un environnement beau, vivant, stimulant. Et ça, c'est déjà énorme. Car une personne qui ne connaît pas encore son métier, mais qui connaît ses ingrédients, avance souvent mieux qu'une personne qui a un métier en tête, mais ne sait pas pourquoi elle le choisit. La suite, ça va être donc de traduire l'intuition en observation. Commencer à regarder ta vie autrement. Au lieu de te demander seulement « qu'est-ce que j'aime ?» demande-toi « dans quelle situation je me sens naturellement engagé ?» Qu'est-ce qui me donne de l'énergie, même quand cela demande un effort ? Quel type de problème j'aime résoudre ? Quel type de relation au monde me convient ? Tu vois, à ce moment-là, tu n'es plus en train de fantasmer un futur. Tu commences à lire les signes du réel. Et c'est cela qui fait basculer l'orientation dans quelque chose de beaucoup plus vivant. Ensuite, il y a une autre bascule importante. Arrêter de comparer seulement des métiers et commencer à comparer des formes de vie. Parce qu'au fond, tu ne choisis pas seulement un titre. Ce que tu es en train de choisir, c'est un rythme, un environnement, un niveau d'autonomie, un rapport au temps, un rapport aux autres,
Aussi un rapport à l'argent, au corps, au sens que tu as envie d'y donner. Un rapport à la sécurité, un rapport à la liberté. Deux métiers peuvent avoir l'air proches et pourtant ne rien produire de semblable dans la vie. Et deux chemins très différents peuvent au contraire nourrir les mêmes ingrédients essentiels. C'est pour cela qu'il est souvent plus juste de se demander dans quelle vie ce choix m'emmène-t-il, plutôt que seulement est-ce que ce métier me plaît. Une autre clé, très importante, c'est de sortir de la réflexion purement mentale. Tant que tout reste dans la tête, tout peut tourner très longtemps. La tête, elle compare, elle anticipe, projette, doute, scénarise, corrige, se rassure, s'effraie, cherche à ne pas se tromper. Mais à un moment, il faut rencontrer les choses autrement, par le contact, par l'expérience, par le concret. Cela peut vouloir dire parler avec quelqu'un qui exerce un métier qui t'attire, observer un environnement de travail, faire un stage, tester une activité, vivre une immersion, lancer un petit projet pilote, te confronter à la réalité d'une tâche au lieu de rester amoureux de ton idée. Beaucoup de brouillard se dissipe quand la réalité entre dans la réflexion. Parce qu'il y a des pistes qui paraissent moyennes dans l'imaginaire et qui deviennent très vivantes dans l'expérience. Et il y en a d'autres, au contraire, qui semblent extraordinaires dans la tête et qui perdent toute leur magie dès qu'on touche leur quotidien. Alors oui, réfléchir est utile, mais rencontrer, c'est décisif. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut accepter. Clarifier ne veut pas dire s'enfermer trop vite. Au début, il est souvent plus utile d'ouvrir plusieurs pistes, puis de les laisser se révéler par comparaison, que d'exiger de toi un choix immédiat. Le flou n'est pas toujours un problème. Parfois, en fait, c'est un espace de maturation. Le vrai danger, c'est de vouloir conclure trop vite pour ne plus ressentir cet inconfort d'incertitude. Alors avancer concrètement, ce n'est pas forcer une réponse, c'est construire un processus. Un processus dans lequel tu repères ce qui t'attire, tu observes ce qui te nourrit, tu testes ce qui résonne en toi, tu élimines ce qui ne te correspond pas, tu affines tes critères, tu distingues de mieux en mieux ce qui est vivant pour toi de ce qui est juste séduisant. Et peu à peu, quelque chose commence à se dessiner. Pas forcément comme une évidence, spectaculaire, mais ça arrive parfois et même souvent comme quelque chose de plus discret, mais en même temps de plus vrai. Tu te mets à sentir qu'une piste revient, qu'un type d'environnement t'appelle plus qu'un autre, qu'une manière d'exercer te correspond davantage, qu'un projet prend de la densité intérieure, qu'il y a moins de bruit, moins d'agitation, moins de dispersion et plus de cohérence. C'est souvent comme cela que le concret arrive. Peut-être, en fait, que la vraie question, c'est quel petit pas concret pourrait déjà m'aider à voir plus juste? Un pas, un échange, une visite, une lecture ciblée, une immersion, une expérience, une conversation honnête, juste avec toi-même. Très souvent, tu n'as pas besoin d'attendre d'être certain pour avancer. Tu as besoin d'avancer pour devenir plus certain. Il y a un moment dans toute réflexion d'orientation où les choses deviennent plus subtiles. Tu as commencé à y voir plus clair, tu as identifié les pièges, tu as exploré ce qui compte vraiment pour toi, tu as peut-être même repéré des pistes, des environnements, des directions qui te parlent davantage, et pourtant, tu n'es pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, le problème n'est plus toujours le manque d'idées. Le problème, c'est souvent la tension intérieure qui est en train de naître. Une partie de toi qui dit « Hey, c'est là !» Et une autre qui répond « Oui, mais est-ce raisonnable? Oui, mais est-ce le bon moment? Oui, mais est-ce que je vais y arriver? Oui, mais est-ce que je peux vraiment assumer cela? Oui, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Oui, mais est-ce que ce n'est pas trop risqué? Oui, mais est-ce que je ne suis pas en train de rêver? Oui, mais est-ce que je ne vais pas regretter? » Et c'est là qu'apparaît ce conflit que beaucoup connaissent très bien, sans toujours savoir le nommer. Le cœur et le mental ne disent pas la même chose. Et le cœur ici, ce n'est pas quelque chose de naïf ou d'irrationnel, c'est cette part de toi qui sent,
qui sait reconnaître ce qui t'appelle, ce qui t'allume, ce qui te touche, ce qui te donne de l'énergie, ce qui crée une sensation de justesse intérieure, même si tout n'est pas encore sécurisé. Et le mental, lui, il a une autre fonction. Il compare, il anticipe, il calcule, il veut comprendre, sécuriser, prévoir, éviter l'erreur, éviter la chute, éviter la honte, éviter la perte. Et donc le problème, ce n'est ni le cœur ni le mental. Le problème, c'est quand l'un écrase l'autre. Quand tu choisis uniquement avec le cœur, tu peux parfois partir dans une direction qui te porte intensément. Oui, mais sans regarder suffisamment la réalité, les contraintes, le prix à payer, les ressources à mobiliser. Et quand tu choisis uniquement avec le mental, tu peux construire quelque chose de très solide, ouais, mais qui ne te donne ni souffle, ni joie, ni vraie sensation d'alignement. Et beaucoup de gens se bloquent ici parce qu'ils attendent un choix qui supprimerait totalement l'attention. Comme si la bonne voie devait être celle où tout à l'intérieur disait oui en même temps. Mais cela arrive très, très rarement. Je ne sais même pas si ça arrive. Et surtout, dans les moments importants. Quand tu es jeune, le cœur peut te dire « j'ai envie de cela ». Et le mental répond « oui, mais est-ce que cela débouche sur quelque chose ?» Quand tu es adulte en reconversion, le cœur peut te dire « je ne veux plus continuer comme ça ». Et le mental répond « oui, mais tu as une vie construite, des responsabilités, un niveau de sécurité à préserver ». Et dans les deux cas, il y a la même friction entre, d'une part, l'appel et la protection, entre la fidélité à soi et la peur de perdre, entre le vivant et le maîtrisable. Et c'est ici qu'il faut éviter un nouveau piège. Croire que le mental est toujours lucide et que le cœur est toujours flou. Ce n'est pas vrai. Le mental peut être intelligent et terriblement conditionné par la peur. Il peut appeler réalisme ce qui est parfois simplement une stratégie pour ne pas trop bouger. Il peut appeler cohérence une manière de préserver l'image. Il peut appeler prudence un renoncement déguisé. Mais l'inverse existe aussi. Le cœur peut appeler élan, ce qui est parfois une fuite. Il peut appeler évidence, un emballement. Il peut appeler liberté, une façon d'éviter la difficulté, l'effort ou la responsabilité. Comment faire, alors, quand le cœur et le mental ne disent pas la même chose ? D'abord, en arrêtant de vouloir en faire un combat. Ce n'est pas une guerre intérieure à gagner. C'est une conversation à mener. Le cœur a quelque chose à te dire sur ce qui est vivant. Le mental a quelque chose à te dire sur ce qu'il faudra porter, structurer, assumer. L'un parle de l'élan, l'autre parle du cadre. L'un dit « ça m'appelle », l'autre demande « qu'est-ce que cela implique ?» Et une orientation juste n'est souvent non pas quand tu fais taire l'un des deux, mais quand tu les fais enfin se rencontrer. Tu peux commencer par écouter le cœur sans le censurer. Qu'est-ce qui m'attire réellement ? Qu'est-ce qui me touche profondément ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand je m'y projette ? Qu'est-ce qui me ferait sentir plus vivant ? Qu'est-ce qui, si je ne l'écoute jamais, risque de me laisser avec un goût d'inaccompli ? Puis, écouter le mental sans le laisser diriger seul. Quelles sont mes peurs réelles ? Quelles sont les contraintes concrètes ? Quels sont les prix à payer ? Quels sont les risques objectifs ? De quoi ai-je besoin pour rendre ce projet plus solide, plus habitable, plus réaliste ? Tu vois la différence ? Le mental n'est plus là alors pour dire non. Il est là pour aider à construire. Et c'est un basculement énorme. Parce que beaucoup de gens utilisent leur mental comme un juge, alors qu'il pourrait devenir un allié de la structure de ton futur projet. Au lieu de demander « est-ce que je peux me permettre de suivre cela ?», demande-toi plutôt « comment puis-je donner une forme viable à ce qui m'appelle ?» Au lieu de demander « dois-je écouter mon cœur ou ma raison ?», demande-toi comment créer un projet qui respecte à la fois mon élan profond et la réalité de ma vie. Cela change tout. Parce que le bon choix n'est pas forcément celui qui enlève toute peur. Et c'est souvent même celui dans lequel le rapport entre l'élan, l'appel et le prix à payer devient juste. Il y a toujours un prix à payer. Et encore plus pour une vie plus alignée. Parfois, c'est renoncer à une image. Parfois, c'est traverser une période d'incertitude.
Parfois, c'est accepter de recommencer plus humblement. Parfois, c'est sortir d'un rôle dans lequel les autres t'avaient enfermé. Parfois, c'est assumer qu'un choix très raisonnable n'est plus suffisant pour toi. Parfois, c'est accepter que ce qui t'appelle demande du courage, du temps, de l'apprentissage, de la patience. Mais il y a aussi un prix à payer pour ne pas choisir. Le prix de l'attente infinie, le prix de l'usure intérieure, le prix de la fidélité à une image qui ne te correspond plus, le prix d'une sécurité qui te coupe de ton élan, le prix de la frustration accumulée, le prix d'une vie extérieurement cohérente mais intérieurement désertée. Et cette question-là est peut-être l'une des plus puissantes. À quel prix suis-je prêt à dire oui? Et aussi, à quel prix suis-je en train de dire non? Et là, souvent, la clarté revient. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que le vrai sujet apparaît. Tu ne choisis plus entre une option parfaite et une option imparfaite. Tu choisis entre deux formes de prix à payer. Et l'orientation juste, ce n'est pas forcément le chemin sans inconfort. C'est le chemin dont l'inconfort a du sens. Le chemin dont les efforts te semblent justes. Le chemin dont les contraintes restent compatibles avec ce que tu veux profondément vivre. Le chemin dans lequel, malgré les peurs, quelque chose en toi respire davantage. Alors quand le cœur et le mental ne disent pas la même chose, ne cherche pas tout de suite qui a raison. Demande-toi, qu'est-ce que le cœur essaye de protéger ou de faire naître? Qu'est-ce que le mental essaye d'éviter ou de sécuriser? Et comment puis-je construire une réponse qui ne trahisse ni l'un ni l'autre? Parce qu'au fond, une orientation mature ne consiste pas à devenir purement raisonnable, ni à devenir purement impulsif. Elle consiste à faire dialoguer l'élan et la lucidité, le désir et la structure, le vivant et le viable. Et très souvent, c'est là qu'un projet commence à devenir vraiment le tien. Il y a une illusion qui fait beaucoup de dégâts. L'illusion qu'avant de choisir, tu devrais être sûr. Sûr de toi, sûr du bon chemin, sûr que tu ne vas pas te tromper, sûr que cela va marcher, sûr que tu ne regretteras pas, sûr que c'est la bonne voie, la vraie, la seule. Et tant que tu attends cette certitude-là, tu risques de rester longtemps immobile. Tu sais, la vie donne rarement des garanties complètes avant le mouvement. Elle donne plutôt des signes, des résonances, des indices, des cohérences, des intuitions à vérifier, des directions à éprouver. Mais rarement un tampon officiel avec écrit dessus « Pouf, tu peux y aller, c'est certain à 100%. » Et c'est peut-être ça qu'il faut entendre au moment de conclure cet épisode. Une orientation juste n'est pas un choix sans doute. C'est juste un choix plus habité que les autres. Un choix dans lequel tu as davantage écouté ce qui est essentiel, davantage regardé ce qui est vrai, davantage respecté tes valeurs, tes talents, tes besoins, ton énergie, ton appel intérieur, davantage confronté ton rêve à la réalité sans l'éteindre, davantage accepté de construire plutôt que d'attendre une évidence parfaite. Beaucoup de personnes bloquent parce qu'elles cherchent un choix qui supprimerait toute peur. Mais la peur n'est pas toujours le signe que tu te trompes. Parfois, elle dit simplement que tu es devant quelque chose qui compte, quelque chose qui t'engage, quelque chose qui te demande de grandir, quelque chose qui te sort d'une ancienne version de toi. Évidemment, toutes les peurs ne se valent pas. Certaines protègent alors que d'autres enferment. Certaines alertent alors que d'autres répètent de vieux conditionnements. L'enjeu n'est donc pas de choisir sans peur. L'enjeu est de discerner si cette peur t'éloigne d'un chemin juste ou si elle accompagne simplement un passage important. Au fond, il existe une grande différence entre avoir peur et te trahir et avoir peur en avançant vers quelque chose de plus vrai. Une orientation juste n'est donc pas forcément celle qui te rassure le plus, ni celle qui impressionne le plus, ni celle qui semble la plus parfaite racontée aux autres. C'est souvent celle dans laquelle tu sens,
malgré l'incertitude, une forme de cohérence intérieure, une respiration, une densité, une énergie plus stable. Le sentiment que tu ne choisis pas seulement une place, mais une direction qui te ressemble davantage. Et cela change profondément la manière de regarder un choix. Tu n'as plus besoin de te demander « Est-ce que c'est sûr ?» Tu peux commencer à te demander « Est-ce que c'est suffisamment juste pour que j'accepte d'en faire l'expérience ?» Tu n'as plus besoin de te demander « Et si ce n'était pas la bonne voie pour toujours ?» Tu peux plutôt te demander « Est-ce que c'est un pas juste, là, pour maintenant ?» Parce que l'orientation n'est pas forcément un verdict définitif. Ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une condamnation à rester fidèle toute ta vie à une décision prise à un instant donné. C'est un point de départ vivant. Un choix que tu habites, que tu affines, que tu ajustes, que tu enrichis, que tu fais évoluer au fur et à mesure que tu grandis, que tu apprends, que tu te rencontres davantage. Et cela vaut pour le jeune qui choisit ses études, mais aussi tout autant pour l'adulte qui change de cap. Dans les deux cas, le vrai enjeu n'est pas de garantir l'avenir. C'est de prendre une décision qui ne te coupe pas de toi. Une décision suffisamment alignée pour te mettre en mouvement, suffisamment vivante pour nourrir cet appel, suffisamment concrète pour exister dans la réalité, suffisamment honnête pour ne pas reposer uniquement sur un masque ou un fantasme. Et puis, il y a peut-être quelque chose de plus doux, de plus humble, qu'il faudrait réapprendre en matière d'orientation. Tu as le droit de choisir sans tout savoir. Tu as le droit d'avancer sans tout maîtriser. Tu as le droit de te découvrir encore en chemin. Tu as le droit de construire une réponse au lieu de l'attendre toute faite. Tu as le droit de ne pas avoir une certitude absolue pour faire un pas profondément juste. Une vie alignée ne se construit pas uniquement avec de grandes certitudes. Elle se construit aussi avec du courage, de l'écoute, de la lucidité, des essais, des réajustements et cette fidélité progressive à ce qui te rend plus vivant. Peut-être que la vraie fin de cet épisode tient dans une idée très simple. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être certain pour commencer. Tu as besoin d'être suffisamment au clair avec ce qui est essentiel pour toi pour faire un pas qui te ressemble. Au fond, bien s'orienter, ce n'est pas trouver enfin une réponse parfaite. C'est apprendre à choisir sans te quitter.